Bon, ben, OK, vous allez avoir une petite fenêtre qui s'ouvre et qui vous met que l'enregistrement est lancé. OK, donc voilà, on va commencer maintenant. C'est vrai que c'est déjà pris un petit peu quelques minutes de retard. Donc on a un petit peu je pense qu'Ariane, tu as peut-être expliqué l'onglet de conversation, enfin, j'en avais parlé tout à l'heure, pour poser vos questions. Vous pouvez les taper, dans l'onglet chat et puis dans l'onglet discussion et comme ça, Ariane fera en fait un petit temps de questions. Elle essaiera de soit répondre à vos questions directement ou sinon elle nous interrompra, voilà, lorsqu'il y a beaucoup de questions comme ça à poser. Donc moi-même, je vais présenter en fait la première partie de l'atelier et donc on accueille aujourd'hui Élie Ballester qui est là pour nous parler de l'énergie solaire, donc en deuxième partie de cet atelier. Donc il est d'Atlansen, il vous parlera aussi de la structure dans laquelle il travaille. Et voilà, donc moi-même, et puis donc je suis Marie-Laure, et voilà, Ariane, c'est donc ma collègue d'Energence. On est toutes les deux animatrices au sein d'Energence en maîtrise de l'énergie. Donc Energence, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais c'est donc l'Agence de l'énergie et du climat du Pays de Brest. Donc on est à peu près une trentaine de salariés, un peu plus maintenant. On est une association et en fait on intervient sur tout ce qui concerne vraiment les réductions de consommation d'énergie. On accompagne différents publics, vraiment, que ce soit en termes de sensibilisation, ou en fait, on est structuré en différents pôles à l'intérieur d'Energence. Donc, on a tout un pôle de conseillers en énergie qui conseillent les particuliers pour la rénovation de leur habitat en particulier. On a aussi du conseil auprès des collectivités pour que les collectivités puissent réduire leur consommation d'énergie également. Nous, on intervient donc plutôt sur des publics scolaires et adultes, hein, comme le cas ce soir. Voilà, on a une autre équipe de collègues qui accompagnent plutôt les publics en précarité énergétique, en fait. Donc tout ça avec la vocation vraiment de réduire nos consommations d'énergie pour aussi lutter contre le changement climatique. Et voilà. Donc le contexte de l'atelier ce soir, il est en fait, on anime, Ariane, moi et d'autres collègues animatrices, des réseaux de citoyens du climat. Donc ce sont en fait des citoyens de différents territoires, de différentes communautés de communes. Je pense qu'il y en a parmi vous ce soir qui font partie de certains réseaux du Pays de Brest. Et l'idée, c'est justement on propose, enfin nous, on anime ces réseaux-là, c'est-à-dire qu'on anime des ateliers auprès des citoyens du climat pour qu'ensuite eux-mêmes agissent un petit peu chez eux et puis autour d'eux à faire, enfin voilà, sur toutes les questions d'économie d'énergie et dans le but de sensibiliser d'autres habitants du territoire sur ces thématiques-là. Donc ça correspond en fait, ça rentre dans le cadre des plans climat des communautés de communes. Donc le plan climat, sans rentrer dans le détail, c'est une sorte de feuille de route qui permet à un territoire, à une communauté de communes de réduire donc ses consommations d'énergie pour diminuer aussi l'impact, enfin le changement climatique en fait, limiter, voilà, réduire les émissions de gaz à effet de serre et puis voilà, c'est dans ce cadre-là que les réseaux de citoyens du climat existent depuis quelques années et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a proposé cet atelier ce soir, sauf on a voulu l'étendre à tout public, hein, de ne pas le limiter aux citoyens du climat, mais à toutes les personnes qui le souhaitent. Donc vous êtes 50 à être inscrits. Bon là, vous êtes 30 pour l'instant. Voilà, donc merci encore d'être là ce soir. Donc, comme je disais, je vais parler de la première partie, moi, qui concerne plutôt des généralités sur l'énergie afin de partir vraiment sur les mêmes bases. Donc, ça va peut-être être des notions que vous connaissez déjà, mais au moins clarifier certaines choses, certains concepts de base, faire un petit état des lieux de l'énergie voilà, dans le monde et puis en France. Alors, c'est vrai que cet atelier ce soir n'a pas vocation à parler de la crise énergétique actuelle. Voilà, donc on n'aura pas non plus le temps en fait, de détailler donc non plus les technologies dont on va parler brièvement, les technologies donc d'énergie. Et puis voilà, malheureusement, on ne pourra pas non plus rentrer dans des débats sur les énergies qu'on va présenter en fait, hein. On va présenter plutôt ce qui est utilisé, voilà, dans le monde. Voilà un petit peu pour cette introduction. Donc je vais en fait vous partager mon écran. OK, donc bon, hein, je vais passer directement à le plan de cette petite présentation. On va parler très brièvement de l'évolution de l'énergie au cours du temps, notamment depuis la révolution industrielle.
Ensuite, on va reclarifier ce que c'est l'énergie, hein, parler de différence entre énergie et puissance notamment, et puis d'unité dont on parle. Les sources et formes d'énergie, ou types d'énergie aussi. Et donc, on va faire un petit état des lieux de la production d'énergie dans le monde, en France et en Bretagne, vraiment de manière assez succincte. Donc, en ce qui concerne l'évolution de la production d'énergie, bon, en fait, en gros, depuis la révolution industrielle, avant, on n'utilisait finalement que des énergies renouvelables, hein. Là, voilà, depuis la découverte du charbon et puis d'autres sources d'énergie fossiles au fur et à mesure du temps, la consommation, la production d'énergie et donc la consommation a augmenté, aussi en fonction évidemment de la population. Voilà un petit peu les différentes, l'électricité, bon, c'est plutôt effectivement marqué par l'énergie nucléaire ou hydraulique. Sont donc la biomasse, quant à elle, en fait, on voit que c'est finalement une consommation assez stable puisque c'était déjà une source d'énergie utilisée déjà dans le temps et qui est toujours actuellement. Donc, quand on parle d'énergie, en fait, on peut se demander un petit peu ce que c'est, hein. C'est vrai que parfois on parle de l'électricité, de la chaleur, et cetera. Donc ça, on va justement voir ça tout de suite après. En gros, l'énergie, c'est une force ou un travail donc c'est quelque chose qui est en mouvement, mais qui est assez difficilement palpable finalement. Mais l'énergie, elle se crée pas comme ça. C'est-à-dire que c'est la transformation de quelque chose. Par exemple, une éolienne va transformer l'énergie du vent, donc l'énergie du vent qui existe, hein, dans la nature telle qu'elle. Le vent, voilà, on l'a pas inventé, donc l'énergie est transformée, voilà, d'abord en énergie mécanique et puis en énergie électrique. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, voilà, tout se transforme. En fait, on ne peut pas détruire l'énergie. Elle va soit se transformer sous forme de chaleur, etc. Donc, en ce qui concerne les unités dont on peut parler, donc déjà, les unités sont différentes selon si on parle de puissance ou d'énergie. Donc, déjà, pour différencier un petit peu ces deux notions-là, il y a pas mal d'erreurs, on va dire, qui sont faites, hein, dans le langage. Parfois, des gens parlent d'énergie en watts ou en kilowatts, mais en réalité, l'énergie, hein, donc elle va être en kilowattheure, c'est-à-dire que c'est une accumulation, on va dire, sur une période de temps, en fait. Donc, on a différents types d'unités qui sont utilisées, hein. La tonne équivalent de pétrole, par exemple, c'est voilà, l'énergie qui permet de voir un petit peu l'équivalent en pétrole, en fait, hein, tout simplement. Là, je vous ai mis un petit piège dans la diapo. Il y a une, enfin, un piège, bon, c'est une petite, voilà, il y a une unité qui n'est pas de l'énergie, en fait, ici, et c'est donc le cheval vapeur. Là, par contre, justement, on parle de watts. Donc, si on veut faire l'analogie de la puissance et l'énergie avec de l'eau, on peut en fait vous pouvez visualiser un réservoir d'eau qui est rempli, voilà, qui a de l'eau à l'intérieur. Ça, on va considérer que c'est l'équivalent de l'énergie, en fait. Ça peut être comme l'énergie dans une batterie, d'ailleurs. Et la puissance, l'analogie va être, en fait, l'équivalent va être le débit d'un robinet qui remplirait ce réservoir. Voilà, c'est-à-dire le débit, voilà, il va être plus ou moins important. Ça peut être comme la puissance d'un appareil. La puissance va être plus ou moins élevée en watts. Et donc, si la puissance est plus élevée, ou le débit donc plus important, on va remplir notre réservoir plus rapidement. Donc, et voilà, ou le remplir beaucoup plus que sa capacité ou autre. Donc, c'est un petit peu pour vous donner la différence entre l'énergie et la puissance. On peut retrouver dans la formule, en fait, de calcul d'énergie, que ce soit l'énergie consommée, notamment, par exemple, sur vos factures d'électricité. On va parler donc d'énergie électrique qui sera en kilowattheure plutôt. En fait, ça équivaut à la puissance d'un appareil multipliée par une durée d'utilisation. D'accord? Donc, ce qui va être l'énergie, c'est une accumulation finalement d'une puissance pendant une durée de temps. Donc, une ampoule allumée pendant tant d'heures, elle va avoir consommé tant d'énergie. Voilà, donc c'est aussi pour, voilà, j'espère que, j'imagine que c'est déjà des notions que vous avez entendues, certains d'entre vous, j'imagine, être familiers, mais voilà, c'est l'importance de revenir dessus pour être sûr qu'on parle de la même chose.
Donc, l'énergie, voilà, on peut se demander pourquoi on utilise de l'énergie au quotidien. Donc, en fait, nos besoins sont regroupés en 3 catégories, on va dire. Il y a soit sous forme d'électricité, soit sous forme de chaleur, donc d'énergie thermique, ou de l'énergie qui va être utilisée dans les transports, hein. Donc, voilà, pour se déplacer, qui peut être plutôt sous forme chimique, on va dire, hein, en ce qui concerne les carburants notamment. Voilà, et on peut donc, il y a 2 notions qui sont assez importantes aussi quand on parle de l'énergie, c'est la notion d'énergie primaire et d'énergie finale. Donc ça veut dire que, voilà, l'énergie primaire, c'est vraiment la source d'énergie, l'énergie, telle qu'elle est, on va dire, telle qu'elle est puisée dans la nature, et elle va être convertie, en fait, en énergie finale. Par exemple, des sources d'énergie peuvent nous donner de l'électricité. Donc les sources sont transformées en une énergie via des vecteurs ou des moyens. Donc, ce sont des systèmes, des technologies, des centrales ou éoliennes ou autres, hein, aux panneaux solaires, vont convertir une source d'énergie en un type d'énergie, qui peut d'ailleurs s'appeler énergie secondaire. Okay, et voilà, une énergie secondaire peut donc être également convertie en énergie finale. Voilà un petit peu. Voilà. Et je vous parle de ça parce que, en fait, il y a des pertes entre l'énergie primaire et l'énergie finale, surtout pour la production d'électricité. Là, on a un petit schéma qui nous montre, justement, enfin une flèche qui montre que donc à partir de l'énergie primaire, pour avoir de l'énergie finale, donc là, dans le cas de l'électricité, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de pertes de production, de transformation dans les transports, et cetera. Ce qui veut dire que pour produire, une énergie finale, de l'électricité, par exemple, 1 kWh, il va falloir en produire dès le départ, en utiliser en fait 3, le triple. Voilà, on va consommer 3 fois plus de sources d'énergie, pour avoir de l'électricité. C'est notamment un petit peu le cas des centrales nucléaires. Il y a donc effectivement, elles ont un rendement, on va dire, de à peu près 30, 35, 30, 40%. Donc, il y a beaucoup de pertes, voilà, dans la production de l'électricité. Et ça, c'est sans compter le fait qu'il y a aussi de l'énergie, donc l'énergie grise, qu'on appelle l'énergie grise, depuis l'extraction de la matière première, en passant par les transports, et cetera, jusqu'au traitement et recyclage des déchets, voilà, qui n'est pas prise en compte dans ce calcul-là, de ce ratio de 1 en énergie finale, 3 énergie primaire. Eh bien, voilà, peut-être que finalement, si on prenait ce ratio en compte, je n'ai pas trouvé de chiffres, hein, ça dépend évidemment des sources d'énergie dont on parle, mais finalement, peut-être qu'il faudrait 10 fois plus d'énergie primaire, pour avoir une énergie, finale souhaitée. Bon, maintenant, passons aux sources. Je pense que malgré tout, vous devez être assez au courant des sources d'énergie, hein. On va pas s'étaler trop dessus, mais un petit état des lieux rapide aussi. Donc, elles sont classées en 2 grandes familles. Voilà, les sources d'énergie non renouvelables, qui incluent les sources d'énergie fossiles, hein, donc le gaz, le pétrole, le charbon. Et donc les sources d'énergie fissile, qui est donc l'uranium, hein, l'énergie nucléaire, c'est une énergie non renouvelable aussi, mais qui n'est pas fossile, d'accord? Parce que, l'uranium ne s'est pas formé de la même manière que les 3 sources d'énergie fossiles, qui, celles-ci se sont formées par, la décomposition, en fait, de matière organique. Le charbon s'est formé à partir de végétaux morts, voilà, bois ou forêts, morts, donc qui se sont dégradés et puis progressivement enfoncés dans le sol, hein. Ce sont des processus qui ont pris, des centaines de millions d'années, hein. Et quant au pétrole, lui, c'est plutôt formé à partir de phytoplancton, plancton, donc mort également, donc qui s'est décomposé dans le sol et enfoui, aussi dans le sol. Enfin, le gaz et le pétrole, en fait, se sont formés de cette manière-là. Alors juste, je ne sais pas si tout le monde a bien fermé son micro, j'entends quelques petits bruits, parasites, donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas voilà, à le fermer. Je vous remercie. Puis donc si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les écrire dans le chat, hein. Ariane aussi, si tu as besoin de m'interrompre parce qu'il y a des questions, tu me dis. OK, donc passons rapidement à la suite. Donc, les sources d'énergie, donc voilà, concernant le nucléaire, c'est vrai que oui, par rapport aux sources d'énergie fossiles, c'est moins émetteur de gaz à effet de serre. Bon,
Après, voilà, c'est vrai qu'on pourrait en dire beaucoup plus sur ces sources d'énergie, hein, que ce soit les sources d'énergie fossiles ou le nucléaire. C'est vrai que là, je vous donne seulement quelques éléments dessus, hein. Mais bon, malgré tout, ces énergies non renouvelables sont en quantité limitée dans le monde, hein, donc il y a les ressources, les réserves plutôt de ces ressources-là sont évaluées à 50 ans pour le pétrole, 60 ans pour le gaz et l'uranium et bon, autour de 150 ans pour le charbon. Voilà, c'est des données de l'ADEME de 2019 à peu près. Ouais. Donc, pour ce qui concerne les énergies renouvelables, bon, bah, là, celles-ci, donc, contrairement aux énergies, non renouvelables qui se trouvent dans le sous-sol de la Terre, donc, qui sont en quantité limitée, bien évidemment, et cetera. C'est pas le cas des sources d'énergie renouvelables. Elles ont toutes un lien avec, le soleil, en fait et bon, la Lune aussi, hein, ben, si on parle des énergies marémotrices. Donc, bon, bah, voilà, elles sont en quantité illimitée, hein, vous le savez. La source en tant que telle est gratuite, en fait, hein, elle est locale et puis, n'émettent pas voilà, de pollution, en tout cas, quoi. Là, c'est juste une petite représentation de la comparaison, hein, de l'énergie solaire, la quantité d'énergie solaire, donc, le potentiel solaire qu'il y a, par rapport aux autres types d'énergie et par rapport aussi à la consommation énergétique globale, hein. Voilà, donc, ici, je vais vous montrer les différentes formes de l'énergie, hein. Je vous disais tout à l'heure qu'on utilise principalement l'énergie sous forme d'électricité, de chaleur, donc de l'énergie thermique, ou pour ce qui est de transport, c'est de l'énergie chimique. Comme ces sources d'énergie sont transformées par des moyens, enfin, en fait, il y a plusieurs types d'énergie qui interviennent. Par exemple, pour reprendre le cas de l'éolienne, l'énergie du vent, c'est ce qu'on va appeler de l'énergie cinétique, donc qui va être transformée en énergie mécanique par l'hélice et l'alternateur va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Un petit peu. Donc, vous voyez un petit peu comme ça les interrelations entre ces énergies, ces formes d'énergie, en fait. Donc justement, on va faire un petit focus sur l'énergie thermique, puis l'énergie électrique. Enfin, un petit focus, je le dis, c'est vraiment, vraiment dans les grandes lignes, hein. Donc, quelles sources permettent de produire de la chaleur? Eh bien, voilà, celles qui sont citées. Voilà, à moins que j'en ai peut-être oublié. En gros, bah, effectivement, il y a toutes les sources d'énergie qui vont donc être utilisées sous forme de combustion, donc le pétrole, le gaz, le charbon, le bois aussi. Et il y a d'autres sources d'énergie qui vont permettre donc de produire de la chaleur, qui est le solaire thermique ou la géothermie, en utilisant donc la chaleur, voilà, soit du soleil ou de la terre. Mais ces systèmes-là vont nécessiter un appoint, donc un complément en gaz ou autre, fioul ou bois, pour compléter en fait la production de chaleur nécessaire. Donc en général, pour les systèmes de chaleur donc qu'on a chez soi, on est soit sur des systèmes vraiment individuels, que ce soit à bois ou on va dire au fioul ou au gaz, hein, ou autre. Soit on va être connecté à un réseau de chaleur ou un réseau de gaz de ville, ou soit on est connecté donc uniquement au réseau électrique. Donc là, dans le cas de radiateurs électriques en fait, hein. Donc on a différents types de production de chaleur, soit plus très individuel et local ou en étant connecté à des réseaux en fait, hein. Concernant l'énergie électrique, eh bien là, en fait, elles peuvent toutes permettre de faire de l'électricité. Hein, que ce soit même des sources d'énergie qui permettent de faire de la chaleur, eh bien, elles vont aussi pouvoir créer de l'électricité. Vu que du coup, la chaleur, en fait, permet de faire de l'électricité à partir du moment où on a de la vapeur, hein, dans les centrales thermiques. Je vous montrerai un petit schéma tout à l'heure. On a donc de la vapeur. Donc en fait, l'énergie électrique, elle est produite par une conversion d'un flux, que ce soit de la vapeur, du vent ou de l'eau, qui va convertir, donc à l'aide d'une turbine, l'énergie cinétique de ce flux en énergie mécanique, hein. L'énergie mécanique, c'est la rotation en fait de la turbine. Donc la turbine entraîne un alternateur en rotation, et donc c'est là qu'il y a conversion d'énergie mécanique en énergie électrique. Voilà, j'espère que du coup c'est clair. Donc on a différents, que ce soit des éoliennes,
des turbines à combustion, enfin des turbines dans les centrales thermiques, des turbines hydrauliques, etc. Là, justement, un petit exemple d'une centrale thermique, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, les centrales thermiques donc, qui utilisent du gaz, du pétrole ou du charbon produisent en fait de la vapeur, hein, donc en brûlant effectivement ces matières combustibles. Et cette vapeur donc, va entraîner une turbine, un alternateur qui va produire de l'élec. En ce qui concerne la centrale nucléaire, là, on n'est pas dans la combustion. L'uranium n'est pas un combustible, mais c'est un matériau qui va dégager énormément de chaleur lorsqu'il est mis dans le réacteur. Bon, déjà, il est aussi... il y a tout un travail qui est fait avant que l'uranium soit utilisé dans les centrales nucléaires. Hein, il n'est pas utilisé à l'état brut. Mais donc, voilà, le nucléaire, en fait, l'énergie nucléaire, c'est ce qu'on va appeler la fission. C'est une énergie, c'est pour ça qu'on appelle une énergie fissile. Ce qui va se passer, c'est les noyaux des atomes d'uranium vont s'entrechoquer entre eux. Donc voilà, ça va casser, ils vont se casser du coup, ce qui va provoquer comme ça une réaction en chaîne de fission. Et c'est dans cette fission qu'il y a énormément d'énergie qui est dégagée, qui permet donc de chauffer un fluide. Et par le même principe, après, ce fluide qui est chauffé va donc chauffer également un circuit d'eau, donc il y a la production de vapeur qui va entraîner également une turbine plus un alternateur. Voilà, bon, je vais passer rapidement. Donc, il y a d'autres moyens de produire de l'énergie électrique, comme je vous le disais, à partir soit du solaire thermique, soit de la géothermie, ou encore de la méthanisation. Voilà, hein, en passant d'abord par la production de chaleur également. Et puis, vous avez peut-être déjà aussi entendu parler des centrales de cogénération. Donc là, à la fois, on produit de la chaleur, donc pour un réseau de chaleur, par exemple, et du coup, également de l'électricité. Et puis, on a aussi des centrales à cycle combiné au gaz, comme la centrale de Landivisiau, voilà, qui fonctionne depuis quelques mois, qui aurait donc un rendement meilleur, qui a un rendement meilleur qu'une centrale thermique ou nucléaire, qui, je vous disais, ont des rendements autour de 40%. Alors, en ce qui concerne donc, l'électricité, en fait, actuellement, elle est produite soit de manière très centralisée, hein, vous le savez bien, soit, on va dire, plutôt de manière un peu plus locale et territoriale. Donc, par exemple, via des parcs éoliens, des centrales solaires au sol, ou soit en autoproduction. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter vraiment quelques chiffres, quelques graphes. Donc, n'ayez pas peur, hein, pour les gens qui sont peut-être un peu allergiques ou voilà, je ne vais pas forcément les éplucher dans le détail. Je m'excuse, c'est aussi par faute de temps, mais voilà, je vais vous expliquer ce qui est important d'en retirer en fait, hein. Donc, on va d'abord partir d'un graphe qui nous représente la consommation d'énergie primaire dans le monde. Hein, là, les données que je vous présente sont en général de l'année 2020. Donc, comme ça, on compare un petit peu des choses de la même année déjà. En fait, avec ce graphe, voilà, ce qui est à retenir et à voir, c'est que, eh bien, on utilise en fait toujours plus de 80% d'énergie fossile, hein, dans le monde. Ok. Donc voilà, on sait évidemment tous les inconvénients qu'elles ont. Par contre, en France, donc là, je vous présente un autre type de graphe, mais qui est sur la même année en France, c'est-à-dire qui représente aussi la consommation d'énergie primaire. La répartition est un peu différente. Bon, sans surprise, on a une grosse part de nucléaire, puisque voilà, on produit l'énergie électrique à partir d'une grande quantité de nucléaire, hein. Donc, dans le mix énergétique, ça prend 40%. Hein, c'est-à-dire que ce soit à la fois pour produire de la chaleur, de l'électricité ou des carburants. Voilà un petit peu pour ces graphes-là, c'est pour comparer un petit peu. Donc, ici, je voulais vous montrer en fait, justement, reprendre un petit peu comme la flèche de conversion entre l'énergie primaire et l'énergie finale. Donc, en France, là, c'est un schéma très simplifié. Il en existe un qui est un petit peu plus complexe que je n'ai finalement pas mis dans le diaporama, mais que vous pourrez regarder avec le deuxième lien qui est en dessous. Celui-ci, il a été retiré d'un article. Au moins, il est assez lisible. Donc déjà, on voit bien, hein, comme je vous le disais, entre l'énergie primaire et l'énergie finale, il y a une différence, hein, de 1000 TWh pour la France. Donc, c'est presque du simple au double ici. Et c'est donc surtout dû à toutes les pertes qu'il peut y avoir. Alors, en fait, si vous regardez en jaune, on a l'énergie nucléaire.
Et donc, on voit que finalement, elle est vraiment beaucoup plus importante dans la partie énergie primaire que dans la partie énergie finale, hein. Eh bien, tout ce qui a disparu, en fait, ce sont les pertes dont on a parlé tout à l'heure. Donc, voilà un petit peu notre mix énergétique actuel. OK, donc, en ce qui concerne la Bretagne, eh bien, en fait, en Bretagne, voilà, je vous montre plutôt un diagramme de consommation d'énergie finale, donc par type d'énergie. Eh bien, on voit donc qu'il y a une grosse consommation de produits pétroliers, voilà, en Bretagne, hein, mais enfin, en France également, hein, de toute façon. La consommation d'électricité est à hauteur de 30 %. On utilise aussi 19 % de gaz. Voilà, et les secteurs principaux, et ça, c'est des ratios qui sont identiques pour la France, hein, très similaires. C'est-à-dire que l'énergie, vous voyez que c'est le secteur résidentiel qui détient en fait une part de consommation d'énergie finale la plus importante, hein. Parce qu'effectivement, le résidentiel et le tertiaire, donc c'est-à-dire le bâtiment, eh bien, consomme à la fois de l'électricité et à la fois de la chaleur, voilà, pour ces différents usages, hein. Donc, le deuxième secteur le plus consommateur d'énergie, c'est le transport, hein. Donc là également, vous pourrez regarder les sources de ces diagrammes-là, en fait. Et pour info, la Bretagne a finalement un taux d'autonomie de 10 %. Ça veut dire qu'il y a 90 % de l'énergie qu'elle utilise, donc tout type d'énergie confondu, hein, que ce soit les carburants, la chaleur ou l'électricité, qui sont importés. Donc, voilà, on n'est pas encore autonome en énergie, bien évidemment. Je vais maintenant vous montrer enfin oui, maintenant directement, on va passer plutôt là. C'est vrai que j'avais quelques graphes que j'ai volontairement masqués pour pas passer trop de temps. Si vous les souhaitez, je pourrais vous les mettre quand j'enverrai le diaporama. Je voulais vous montrer un petit peu la différence par rapport à la production d'électricité. Voilà, en Bretagne, eh bien justement, la Bretagne produit en fait 20 % de sa consommation d'électricité. Et le reste, donc, est importé. Voilà, donc les problématiques de la production énergétique actuelle, bon, sans parler des problèmes vraiment actuels dans le présent, c'est qu'on est sur des modes de production centralisés, donc on est loin d'indépendance énergétique, hein, que ce soit au niveau du pays que de la Bretagne. On est sur des sources principalement non locales, du coup, qui ont été extraites, transportées, donc il y a voilà, une énergie grise vraiment importante aussi pour ces sources-là. Ce qui fait qu'on est on est tributaire vraiment des augmentations du coût de l'énergie. Là, on peut voir un graphe dessous qui montre un petit peu l'évolution des différents types d'énergie. Tout a été ramené à un équivalent kilowattheure. Voilà, l'énergie, la ligne jaune, en fait, c'est l'électricité, donc l'électricité de marché, hein, vous savez très bien, et peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu des augmentations fulgurantes d'électricité, donc oui, ça augmente fortement. Il y a quand même un tarif réglementé, il y a un bouclier tarifaire, donc pour certains types de contrats, on peut bénéficier d'un bouclier tarifaire, donc une limitation sur la hausse des prix. Donc en tout cas, les sources d'énergie principalement utilisées, donc pas uniquement en termes d'électricité, mais les énergies fossiles, hein, sont évidemment très émettrices de gaz à effet de serre et de pollution, hein, même de pollution atmosphérique, entre autres. Et bon voilà, on a aussi vu qu'il y avait beaucoup de pertes finalement dans la production de l'électricité de cette manière centralisée. Bon, c'est pas, voilà, c'est sans doute pas optimal. Donc, avant de faire la transition avec Élie, qui justement va pouvoir nous parler un peu plus de la solution solaire, surtout solaire photovoltaïque, avant de parler de ça, il est nécessaire de rappeler en fait le scénario négawatt. C'est-à-dire qu'avant de penser à installer des énergies renouvelables, donc chez soi ou en collectif, c'est-à-dire de manière vraiment locale, il est bien évidemment indispensable de travailler d'abord sur la réduction des consommations d'énergie, l'optimisation de nos consommations, revoir un petit peu, rechercher une cohérence aussi dans notre consommation d'énergie. Par exemple, on ne va pas installer du solaire photovoltaïque si on est dans le but de couvrir notre consommation électrique de chauffage. Dans ce cas, il va falloir changer plutôt de mode de chauffage. Enfin, voilà, ça c'est une chose, mais c'est déjà évidemment réduire
bon, tout ce qui est éco-gestes, etc. Donc, des actions qui demandent peu ou pas d'investissement. Réfléchir aussi, est-ce que j'ai besoin de temps d'écran chez moi? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'une taille de frigo comme ci, comme ça? Bon, etc. Et la partie, efficacité, c'est évidemment aussi agir sur le bâti. Parce que pour faire, des économies d'énergie, bon là qui vont demander un certain investissement certes, mais qui sera vraiment intéressant, eh bien c'est aussi de réduire, la consommation de chauffage. Mais avant ça, c'est-à-dire qui passe par la rénovation de l'habitat notamment. Heu, voilà, donc c'est vraiment ça par contre quelque chose, une étape qui demande des investissements. Il y a aussi des aides financières pour ça et d'ailleurs si vous êtes intéressé pour en savoir plus, je vais vous mettre tout de suite les coordonnées donc de Tinergie, hein, qui est la plateforme Tinergie. Donc c'est, sont en fait des conseillers, en énergie, d'Energence d'ailleurs, donc toute une partie de nos collègues qui peuvent informer les particuliers pour les accompagner sur des projets de rénovation globale, en termes, aussi bien pour les accompagner sur, décortiquer les aides financières qu'ils peuvent avoir et puis, plutôt sur aussi un accompagnement, technique. Voilà, donc sous forme de conseils neutres et gratuits. Donc oui, je vais vous montrer tout de suite justement les coordonnées, voilà, de Tinergie. Donc il est possible de prendre des rendez-vous, voilà, avec un conseiller en appelant ce numéro-là. Alors ce que vous pouvez aussi consulter, c'est un cadastre solaire. Bon là, c'est vrai que cette diapo serait plus appropriée à la fin de toute la présentation, donc une fois que Élie aura fait la sienne. Donc du coup, je vais m'arrêter là et si besoin, je vous remontrerai cette diapo à la fin. Voilà, donc je vais passer le relais, à Élie. Enfin, il y a peut-être des questions avant, c'est vrai qu'il est déjà 19h13 donc voilà, donc j'ai pas trop vu, Ariane, est-ce que tu, veux prendre la parole ou est-ce que ça va? OK, donc ah oui, Il y pardon. a eu quelques questions, mais qui ont été un peu répondues. Est-ce que les personnes qui avaient des questions sont satisfaites des réponses ou est-ce que vous voulez reposer vos questions ou poser d'autres questions? Ça a l'air d'aller. En tout cas, je vois, oui, effectivement, merci pour, voilà, les questions et réponses, par rapport au rendement. C'est vrai que moi, je me suis volontairement pas étalée dessus, mais tout à fait, l'énergie hydraulique est vraiment, celle qui aura un meilleur rendement. Ouais, ouais. Voilà. Donc à favoriser, ouais. OK, je lis un petit peu le reste, bon, voilà, ouais. Ouais, pardon, j'ai pas, enfin bon, ouais, j'espère que c'était quand même lisible, hein. Ouais, je m'excuse si ça n'a pas été tout à fait lisible ou peut-être trop rapide, mais voilà, je vais m'arrêter là en tout cas et puis, merci et donc, Élie, je te passe le relais. Donc tu peux je vais couper moi l'arrêt du partage d'écran et tu vas pouvoir partager, le tien. Merci à tous. Parfait, merci beaucoup Marie-Laure. Est-ce que vous m'entendez tous? C'est bon, parfait. Alors, je vais vous partager mon écran. Ça devrait être bon. Est-ce que vous voyez tous l'écran? C'est en train de charger, je crois, enfin en tout Ouais, cas pour moi. Bon, ouais, ça va arriver. moi aussi, effectivement. En attendant, je vais commencer par me présenter le temps que ça charge. Bonjour à tous, c'est Libalester. Moi, je travaille au sein de l'association Atlanson. Pour faire court, en fait, Atlanson, c'est le réseau de la filière solaire du Grand Ouest. Donc, du solaire, on travaille à la fois sur le photovoltaïque et sur le solaire thermique. Et dans le Grand Ouest, on intervient à la fois en Bretagne et Pays de la Loire. On est des conseils régionaux, donc par la région Bretagne, région Pays de la Loire, par l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique de l'État, et par nos membres. Et parmi nos membres, on réunit aujourd'hui un peu plus de 200, 210 adhérents, acteurs qui interviennent voilà, sur des projets solaires. Donc tous les professionnels de la filière, les agences locales de l'énergie et du climat comme Énergence, également des collectivités, etc. On est vraiment, notre but, c'est vraiment de développer la part de l'énergie solaire dans le mix énergétique au service de tous et pour les territoires du Grand Ouest. Est-ce que mon écran s'est affiché? Oui, Je oui, vois oui. quelques hochements de tête. Parfait, voilà.
Donc, c'est ce que j'ai commencé à vous dire. Alors, on n'est pas des ayatollahs du solaire, hein. Notre but n'est pas de dire que c'est la seule et unique énergie. Il y en a d'autres. On n'est pas, voilà. Par contre, c'est une énergie qu'il faut développer ensemble et qui fera partie, qui fera partie du mix énergétique. On n'intervient pas directement, nous, auprès des particuliers. C'est vrai que c'est important de le dire. Ce sont plutôt les réseaux Rénov-Habitat, Bretagne, comme Tynergie, par exemple, qui sont plus près des territoires. Ou par exemple des associations comme Taranis qui est au sein de Brezalec pour les projets de collectifs citoyens. Mais nous, on peut être là en appui de toutes les structures et de tous les accompagnateurs sur tous les types de projets. Si ça a été rappelé brièvement, je voulais faire un petit préalable sur l'énergie solaire. À la rigueur, s'il y avait qu'une chose à retenir de ma présentation, bon, j'espère que vous en retiendrez un peu plus, c'est la petite phrase que vous voyez en bas. Ça, vous avez sûrement déjà dû l'entendre, mais globalement, en 1 heure, le rayonnement du soleil que reçoit la Terre est supérieur à l'énergie que l'on consomme en 1 an. Ça veut dire qu'il y a globalement un potentiel relativement important. Et vous pouvez voir sur le petit graphique de droite qui permet un petit peu d'avoir en perspective les ordres de grandeur, notamment en termes de réserve mondiale d'énergie. On voit que le rayonnement solaire annuel est bien supérieur à la fois à ce qu'on consomme, le petit carré bleu, mais également de réserves de charbon, de pétrole, de gaz, d'uranium que l'on pourrait avoir. L'énergie solaire, c'est quoi? Ça a déjà été dit, mais c'est toujours intéressant de voir en image. Il y a 2 grands types de, de panneaux ou de modules solaires. Sur l'image de gauche, pour vous, vous voyez, voilà, c'est du solaire thermique, donc ça vise à produire de la chaleur. Et sur l'image de droite, on voit des modules photovoltaïques pour produire de l'électricité. Pour bien comprendre en fait ce que c'est du solaire thermique, y compris sur un toit, c'est tout simplement voilà, un encapsulage d'une tuyauterie où un fluide va circuler pour pouvoir être chauffé. Donc, on reçoit la chaleur du soleil que l'on chauffe. Et l'objectif, c'est de bénéficier alors soit pour de l'eau chaude sanitaire, soit pour du chauffage. Mais encore une fois, avant de se dire je veux à tout prix du photovoltaïque, il faut se poser la question de la bonne énergie. Quels sont nos besoins et quel va en être l'usage? En termes de production, voilà, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Le solaire thermique, c'est chauffer un fluide. Le photovoltaïque, c'est produire de l'électricité. Dans les 2 cas, on va autoconsommer sur site. Mais ce qui est important, c'est vraiment de se poser la question des usages, parce que vu ce qui vous a été un petit peu présenté, à chaque fois, l'énergie, quand elle se transforme, il y a des pertes. Si on produit de l'électricité pour chauffer un ballon d'eau chaude, c'est pas forcément très efficace. Quelques chiffres également que vous pouvez retenir. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en Bretagne, par mètre carré, on reçoit par an globalement l'équivalent de 130 litres de pétrole, ce qui commence à faire pas mal vu la superficie de la Bretagne. Et même si on récupérait, allez, soyons optimistes, la moitié de cette énergie, on obtiendrait par mètre carré d'énergie solaire installée entre 55 litres de carburant ou d'équivalent et un peu plus de 40 litres d'eau chaude par jour. Après, à nous de voir si ça correspond à nos besoins. Mais d'où l'usage et enfin d'où l'intérêt également de coupler production avec sobriété. Encore un petit peu de rabâchage sur le sujet. Le but, c'est pas que vous reteniez tous ces chiffres-là, mais encore une fois, c'est intéressant de le souligner. Globalement, par mètre carré, du thermique va produire 2,5 fois plus d'énergie. C'est ça qui est intéressant à retenir. Le rendement va être plus important, tout simplement parce qu'on va moins transformer l'énergie et on va tout simplement pouvoir capter directement la chaleur et pas utiliser la radiation du soleil pour la transformer en électricité. Et du coup, en moyenne, le photovoltaïque, même si ça fonctionne très bien, a un rendement entre 10 et 23%. Ça commence à augmenter, ça continue d'augmenter en fait. Tout dépend de la technologie, de l'âge du panneau, etc., de pas mal de critères. Quelques éléments de contexte sur le photovoltaïque. Je pense que ce que c'est toujours intéressant de rappeler, il y a différents usages ou différents types de centrales. Alors, il y en a un petit peu plus que ça, mais c'est au moins les 3 à retenir.
ça, que vous avez sûrement peut-être déjà tous vu. Le premier, c'est en toiture, hein, tout simplement. Ce qui est important de retenir, quel que soit le projet de toiture, c'est que dans la très grande majorité des cas, en tout cas ce que l'on fait maintenant, ce qui n'était pas le cas, il y a encore 10-15 ans, c'est pas le photovoltaïque qui va assurer l'étanchéité. En gros, on ne va pas remplacer la toiture par des modules photovoltaïques. On va ce qu'on dit, les surimposer, les poser dessus. Petit chiffre intéressant à retenir, hein, pour vous, en gros, 1 kW crête de puissance, ça équivaut à 5 mètres carrés de module. Donc voilà, en fonction de votre toiture, vous pouvez assez facilement calculer la puissance que vous pourriez installer. Le deuxième type de centrale, ce sont les ombrières, que vous avez déjà vu sûrement au-dessus de parking, de zones de stationnement, de zones artificialisées. En fait, voilà, on met les panneaux au-dessus et ce qui nous libère un peu la place en dessous. C'est les mêmes types de chiffres, hein, une place fait 15 mètres carrés, donc 3 kW crête. Et enfin, les projets que vous avez peut-être déjà vus, qui sont ce qu'on appelle du photovoltaïque au sol, des centrales solaires, des fermes solaires. Généralement, et en tout cas pour l'instant, ce qui a été fait, c'est que les centrales solaires sont installées sur des anciens sites, ce qu'on appelle des sites dégradés, donc soit des anciens sites d'enfouissement, donc des anciennes décharges, des friches industrielles, des carrières, etc., des terrains pour lesquels il n'y avait pas d'autres usages ou valorisations possibles, mis à part voilà, la biodiversité dans certains cas. Ces trois usages ou ces trois modes, ils peuvent se retrouver également chez un particulier ou y compris une échelle un peu plus résidentielle, hein. Je vous ai montré quelques images de possibilités. Donc, vous avez forcément les toitures, hein, voilà, vous voyez en haut à droite. Ce qu'on peut mettre à l'équivalent d'ombrières ou c'est des carports, des brise-soleil. Voilà. Si la toiture ne peut pas l'accepter ou c'est compliqué, on peut mettre au-dessus d'un garage, au-dessus d'un abri de jardin, etc. On peut également avoir des solutions au sol, hein, qui peuvent être mises directement sur le jardin ou un espace de son terrain, et également des solutions que je n'ai pas forcément présentées, mais qui existent aussi pour des particuliers, ce qu'on appelle des trackers. C'est tout simplement des modules qu'on va mettre au-dessus d'un mât et qui peuvent pivoter et suivre la course du soleil pour maximiser la production. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque produit, mais je voulais au moins que en tout cas, vous dire que ça existe. Il y a plusieurs types de photovoltaïque au-delà du photovoltaïque classique. Il y a notamment une marque française, hein, qui est basée près de Nantes, Sistovi, qui fait ce qu'on appelle du photovoltaïque hybride, c'est-à-dire qu'on va essayer de récupérer la chaleur qui va être produite par le panneau parce qu'il va chauffer, donc au-delà de l'électricité, il va s'échauffer pour chauffer de l'air et pouvoir l'injecter dans la maison. Sur le thermique, il y a des systèmes solaires combinés qu'on appelle SSC, c'est pour coupler production d'eau chaude et chauffage. Si votre maison n'est déjà pas équipée d'un réseau de chauffage d'eau chaude, et idéalement au sol, c'est un peu plus compliqué. En tout cas, voilà, c'est plutôt adapté pour des planchers chauffants. Donc voilà, c'est pas adapté à tout type d'habitation, mais en tout cas, c'est des solutions qui existent. Je vous ai dit que les panneaux étaient mis en majorité par-dessus le toit, donc en surimposition, mais on fait encore de ce qu'on appelle de l'intégration, et qui peuvent, pour des raisons esthétiques, être des choix, hein. Donc on peut avoir des équivalents de tuiles ou d'ardoises solaires, également des modules un peu plus grands, donc des modules classiques, mais qui là pour le coup remplacent le système de couverture et d'étanchéité pour mieux s'adapter, on va dire, à la toiture. Donc c'est des choix, hein, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est voilà, en fonction du projet, ça peut être une solution. Et également des choses que vous avez sûrement déjà dû voir également. La plupart des marques que je vous montre sont des produits français. On a ce qu'on appelle le photovoltaïque un peu plug and play ou un peu do it yourself. Alors, il y a d'autres solutions de kit à faire soi-même, mais par exemple, une startup de l'Ouest, BIM, qui propose des panneaux qui peuvent s'acheter même chez Leroy Merlin aujourd'hui et qu'on a simplement à brancher sur une prise. Alors, ça ne va pas produire pareil, ça ne va pas répondre aux mêmes besoins. Mais voilà, en fonction de son projet, de ses consommations et de ce que l'on souhaite faire, c'est des questions, voilà, c'est des solutions en tout cas que je vous présente. Avant de rentrer dans la partie un peu plus économique, je voulais rapidement, parce que je vois le temps qui défile, vous expliquer qu'il y a quelques idées reçues ou le lien avec l'environnement que l'on peut avoir. Première slide, il y a pas mal de ressources à consulter. Vous aurez les diapos, vous pourrez aller le voir. Il y a notamment un site du CNRS, donc le solaire PV qui est très bien.
le Centre de ressources nationales, des vidéos du ministère. Voilà, les ressources existent, elles sont nombreuses, mais c'est toujours bien de prendre des ressources, on va dire, officielles ou neutres, qui permettent de s'assurer que de la véracité de ce qu'on peut lire sur le solaire. Premier élément sur l'impact environnement, c'est ce qu'on peut appeler le temps de retour énergétique. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est le temps qui va être nécessaire à un panneau lorsqu'il va produire son énergie pour compenser tout ce qui va être nécessaire à sa fabrication, son exploitation, son recyclage. Donc, phase d'exploitation, un panneau photovoltaïque nous consomme zéro énergie. Voilà. Ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et ce qui est capable d'être fait en Europe, on a en moyenne entre 0,7 à 2 ans de temps de retour énergétique. C'est-à-dire que dans le pire des cas, au bout de 2 ans, le panneau va produire de l'énergie et il aura déjà remboursé sa dette énergétique. Donc ça dépend évidemment de l'irradiation solaire. Hein. Donc plus on est au sud de l'Europe, plus le temps de retour énergétique va être rapide. Mais y compris au nord de l'Europe, les temps de retour sont inférieurs à 2 ans. Une fois qu'on a parlé d'énergie, il y a le sujet du carbone qui est souvent débattu, en tout cas qui est souvent mis sur la table. Je vais essayer de vous expliquer ça de manière très simple, mais on peut avoir le même type d'indicateur, qui est le temps de retour carbone. C'est globalement la même chose que sur l'énergie. Et en gros, c'est la durée après laquelle le panneau va faire économiser autant de gaz à effet de serre, dont le CO2, mais ce n'est pas le seul gaz à effet de serre, qui va en émettre sur tout son cycle de vie, donc y compris son recyclage, son démantèlement ou sa fin de vie. C'est très compliqué de calculer ce type d'indicateur parce qu'il va notamment dépendre de où on installe le panneau, du poids carbone, de l'énergie substituée et de plein d'autres choses aussi, de sa fabrication, etc. Sur le petit graphique, en tout cas, sur le schéma, vous avez au début, voilà, grand pic de carbone, c'est lié à la fabrication. On commence à rembourser l'empreinte carbone de l'installation. On atteint ce qu'on appelle le TRC ou le temps de retour carbone. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui va permettre, tout ce qui va être économisé sur le carbone va être pris sur le réseau. En tout cas, ça va permettre de diminuer l'empreinte carbone du réseau. Je vous donne quelques chiffres, mais je préfère être assez pessimiste. C'est en moyenne, le temps de retour carbone, ils ne sont pas forcément encore très bons, quoique c'est en train d'évoluer très vite. Mais globalement, plus les modules vont être fabriqués ou assemblés en Europe et en France, avec des mix énergétiques plus décarbonés, plus le temps de retour carbone du panneau va être intéressant. Simplement pourquoi? Parce que ce qui va consommer le plus de gaz à effet de serre, c'est la partie de production et de fabrication du silicium. Le temps de retour de carbone, en fait, pour bien comprendre, et je pense que même si on ne va pas parler que de photovoltaïque, c'est important de comprendre ça. Vous avez entendu sûrement dans les médias beaucoup parler de le prix de l'électricité est lié au gaz, etc. Alors pourquoi? En fait, il faut comprendre le marché de l'électricité et au niveau européen. C'est ce qu'on appelle en fait le coût marginal, c'est-à-dire que le prix du marché va être lié à la dernière typologie de centrale que l'on va devoir activer pour répondre à la demande d'énergie. En ce moment, en moyenne, c'est le gaz, le fioul, voire du charbon, mais c'est une énergie, production électrique qui coûte assez cher. Ce qu'il faut comprendre, comment fonctionne le réseau. C'est-à-dire qu'on va avoir les ENR qui vont être appelés en première, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au moment où elles vont produire, l'énergie va être consommée. Il y a ensuite l'hydroélectricité, le nucléaire qui met un petit peu de temps à s'allumer ou à s'arrêter. Et, voilà. Et puis on passe petit à petit dans différents types d'énergie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ça en tête, plus on va installer d'énergie renouvelable et plus on va pouvoir en fait réduire un petit peu l'ordre d'appel. Et donc, du coup, peut-être plus faire appel au gaz, à terme, plus faire appel à la lignite, au charbon, etc. Et du coup, réduire, y compris à l'échelle européenne, l'empreinte carbone du mix électrique qui est de toute façon interconnecté et globalisé. Je pense que ça, c'est toujours intéressant et bien de le rappeler. Donc, c'est-à-dire que si on réfléchit à l'échelle du marché européen, lorsque l'on met des énergies renouvelables, elles ne vont pas remplacer du nucléaire. Elles vont vraiment remplacer en majorité et en premier lieu des énergies fossiles. Et c'est toujours important, y compris à l'échelle de sa maison. Chez soi, on va installer de l'énergie, mais on va quand même agir et avoir un impact, certes petit, mais qui n'est pas forcément négligeable, à une échelle européenne et pas uniquement française.
J'insiste encore sur le carbone, mais je pense que c'est des données qui sont intéressantes et notamment vu le contexte. Il y a une étude qui avait été faite par RTE, donc c'est le bilan prévisionnel de 2019. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que vous avez, alors, étude aux besoins identiques. Encore une fois, on n'a pas forcément fait plus de sobriété, mais à un besoin de consommation d'énergie identique. La situation de 2018 et une projection en 2025-2026, la seule chose qui change globalement, c'est l'augmentation de la part du renouvelable. Le nucléaire, qui est en jaune ici, reste globalement stable, hein. Donc, on voit bien qu'on ne va pas substituer au nucléaire. Eh bien, avec une augmentation de la part des énergies renouvelables, y compris en France, on va faire baisser le mix, en tout cas le poids carbone du mix électrique, et on va quasiment le diviser par 2. Donc oui, effectivement, installer des énergies renouvelables permet une réduction des émissions de carbone également en France, malgré le fait qu'on ait un mix que l'on considère très peu carboné. Et voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant et à garder en tête. J'espère que je ne vous ai pas perdu d'ici là. S'il y a des questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à me les dire. Voilà, c'est plus intéressant de pouvoir réagir au moment même où vous voyez l'information, où vous vous posez des questions. Oui, il y a quelques questions effectivement enfin ouais, c'est vrai que peut-être Que ouais. je Ariane vois pas. Ouais, il y a eu quelques questions, des questions sur les panneaux légers en polymère qui sont en partie transparents, l'efficacité de ce type de panneau. Et je te l'ai dit toutes, et la durée de vie d'un panneau en gardant un bon rendement, un ordre de grandeur actuellement. Alors, la deuxième question, je vais y répondre dans la slide d'après. Donc, je fais un peu de suspense. Et la première, alors, il y a plusieurs types de technologies. Là, je vous ai présenté un petit peu les classiques, et encore que dans les classiques, il y a quelques différences. Si ça fait référence à ce que l'on peut appeler de l'OPV ou du photovoltaïque organique, c'est-à-dire que ce n'est pas du silicium, mais c'est plutôt fait à partir de matière végétale. C'est des technologies nouvelles, hein, mais qui sont développées notamment en France. L'avantage, c'est que c'est léger, ça peut se mettre un petit peu partout, ça peut produire même par temps un peu plus gris. Désavantage, c'est que pour l'instant, le rendement, il est inférieur. Alors, je ne veux pas forcément m'avancer parce que les derniers chiffres que j'avais vus, c'était il y a un an ou deux. Il y a eu pas mal de R&D, ça a dû évoluer, mais on peut être allé aux alentours peut-être de 7 à 10% de rendement. Donc, c'est moindre qu'une technologie classique. Par contre, ça peut répondre à certains usages ou certains besoins. Ça peut s'insérer dans les vitres, ça peut se mettre sur d'autres éléments du bâti qui ne sont pas forcément négligeables. Et en tout cas, pour l'instant, le rendement est moindre. Pour la durée de vie des panneaux, on va le voir avec notamment la question du recyclage. On entend souvent que voilà, les modules photovoltaïques, ça ne se recycle pas, ça pollue, etc. Faut déjà savoir un peu, en fait, c'est quoi un panneau, un panneau solaire. En fait, c'est principalement du verre et de l'aluminium en poids, tout simplement. Et finalement, ce qui va produire l'électricité, donc la couche de silicium, est très minime. Alors, effectivement, en poids, hein, en poids d'un module. Donc, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir ces éléments en tête. Aujourd'hui, le verre et l'aluminium, on sait le recycler. Et au-delà du recyclage, ce n'est pas encore le cas puisque les installations qui ont même 10-20 ans sont encore en activité. Mais il y a déjà des réflexions de la filière de réemploi, de réutilisation des panneaux qui produisent peut-être moins bien pour une installation, on va dire, professionnelle, hein, pour un parc solaire au sol, mais qui, chez un particulier ou sur le toit d'un bâtiment en autoconsommation, peut largement suffire. Voilà. Alors, ces chiffres, hein, ils évoluent, ça dépend vraiment de la technologie. S'il y a de l'argent ou pas, il y a d'autres types de métaux qui peuvent être utilisés, mais très très peu, et voire même dans quasiment aucun des cas, des terres rares. Ça, c'est aussi une question qui est souvent mise en avant. Voilà, c'est ce que vous pouvez le voir, il y a des ressources de l'ADEME, le site du CNRS l'explique. Donc, un panneau photovoltaïque n'utilise pas de terre rare. Alors après, si on prend le système complet entre les ondulaires, les câblages, etc., il peut y en avoir, mais ce n'est pas le module photovoltaïque en lui-même. Et c'est quoi du silicium? C'est plutôt une ressource qui est abondante. C'est une des ressources les plus abondantes sur Terre après l'eau.
Je vais caricaturer un petit peu, mais c'est du sable. Donc, ce n'est pas une ressource critique, même si voilà, son optimisation sera à penser pour la transition énergétique. Et autre chiffre qui est intéressant à voir, c'est que, en tout cas, pour l'instant, on est capable d'ores et déjà de valoriser, je dis bien valoriser et pas recycler, 95% en masse d'un panneau photovoltaïque. Et c'est beaucoup plus que ce que la plupart des appareils électroménagers que l'on a aujourd'hui, que ce soit une machine à laver, que ce soit notre smartphone, n'importe quoi, en fait, quasiment. Et peut-être que vous vous posez la question, mais beaucoup de personnes ne se posent pas la question du recyclage de ces appareils-là. Et enfin, si vous voulez avoir un peu plus de détails, vous pourrez aller voir le site de Soren qui est ex-PV Cycle. En fait, c'est l'éco-organisme de la filière pour traiter et recycler les panneaux en fin de vie. C'est là où je vais arriver sur la durée de vie d'une installation. Il y a plusieurs temps dans le photovoltaïque à comprendre. Le premier que je vous ai présenté, c'est le temps de retour énergétique qui est assez court finalement. Il y a un deuxième temps, c'est le retour sur investissement. On aura l'occasion d'y revenir par la suite, mais voilà, il fluctue en fonction de la localisation, de la taille de la centrale, etc. Mais aujourd'hui, y compris dans l'Ouest, allez, pour être un peu pessimiste, ça oscille entre 10 et 15 ans, un peu plus, notamment chez les particuliers, parce que c'est des petites installations. Il y a ensuite le contrat d'achat. Enfin, la durée du contrat d'achat, c'est les tarifs d'achat de l'État qui sont garantis sur 20 ans. Temps de retour carbone, en étant pessimiste, voilà, qui peut être supérieur à sa durée de contrat d'achat. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la durée de vie d'un module, elle est supérieure à tous ces temps-là. Et on a pris 30 ans, ça pourrait très bien être 40 ans. Hein. La première centrale d'expérimentation photovoltaïque qui va installer en France, elle a plus de 40 ans, elle fonctionne encore. Alors, certes, un peu moins qu'avant, mais elle fonctionne encore. Et aujourd'hui, les fabricants assurent une garantie de rendement de 80, voire même 85% au-delà jusqu'à 20, 25 ans. Certains fabricants commencent à aller jusqu'à 30 ans. C'est-à-dire qu'on vous assure qu'au bout de 25 ans, vous n'aurez perdu que 20% de la capacité de production de votre panneau. Donc le rendement reste quand même assez intéressant. Une fois qu'on a fait ce petit focus sur l'environnement et l'écologie, je vais essayer d'être assez simple pour vous permettre de comprendre un peu l'économie d'un projet solaire. La première chose à retenir, c'est que il y a deux points, enfin, il y a plusieurs points, mais il y en a deux à retenir lorsqu'on pense à un projet. C'est déjà comment est-ce que vous allez valoriser l'énergie. Est-ce que vous allez vendre, faire 100% de la vente et continuer à prendre dans le réseau? Est-ce que vous allez consommer, autoconsommer, faire un peu des deux? Est-ce que vous allez pouvoir stocker? Vous souhaitez le faire, etc. Il y a plein de questions à se poser. Ce n'est pas forcément si simple. Et c'est pour ça qu'il faut pouvoir se faire accompagner, notamment via le réseau Rénov-Habitat en Bretagne et sur votre territoire, pour vraiment identifier avec vous la meilleure solution, savoir ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire, etc. Ça a été dit tout à l'heure, mais effectivement, si c'est mettre des panneaux solaires pour remplacer votre chauffage électrique, bah, ça ne va pas très bien marcher pour plusieurs raisons. Déjà, le rendement va pas être élevé. La deuxième raison, c'est que vous allez avoir besoin de votre chauffage en hiver. Et je ne vais pas vous cacher que le photovoltaïque produit quand même beaucoup moins en hiver. Hein. Tout simplement, il y a beaucoup moins de soleil. En termes de mécanismes de soutien, je vais le faire assez simple. Souvent, ce qu'on nous demande, c'est est-ce qu'il y a des aides pour acheter les panneaux? Il peut y en avoir dans certains territoires, mais dans ce cas-là, on n'est pas éligible à ce qu'on appelle le tarif d'achat. En fait, c'est des mécanismes d'aide indirecte. Hein. Le principe, il est assez simple. C'est-à-dire que l'État va garantir pendant 20 ans d'acheter votre production entre 5 et 20 centimes. Ça dépend de la taille de l'installation, ça dépend de pas mal de choses. Un prix qui, normalement, est fait pour permettre de rentabiliser l'installation. Il y a deux modes pour les petites puissances qui vont plutôt vous concerner, donc 3 kW, 15 mètres carrés de toiture, ou voilà, pour certaines habitations, on peut monter jusqu'à 6, 9 kW crête. Il y a ce qu'on appelle la vente totale. Donc, vous allez vendre 100% de ce que vous allez produire. Vous allez continuer à payer 100% de votre consommation auprès de votre fournisseur. Et également l'autoconsommation. Vous voyez que les tarifs sont un petit peu différents. En autoconsommation, le tarif de vente du surplus va être un petit peu inférieur, mais vous allez avoir aussi une prime à l'investissement qui est aux alentours de 15% du prix global.
Également, on peut avoir une prime supplémentaire hein, pour faciliter l'intégration architecturale, parce que c'est des technologies qui coûtent un peu plus cher à l'installation. Ce mécanisme, en tout cas, est nouveau. Il date depuis, alors il a une petite année, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, même pour un particulier, vous pouvez faire une installation, autoconsommer et vendre le surplus, ce qu'on va appeler le surplus, c'est-à-dire ce que vous n'allez pas consommer à l'instant T où vous allez le produire. Voici les tarifs d'achat. Le but, c'est pas de retenir forcément ces chiffres-là. Ils peuvent être facilement accessibles sur Internet. On a un petit recto verso, nous, chez Atlassian, qui permet de comprendre un peu mieux ces mécanismes de soutien. Ce qui est intéressant, voilà, en jaune, vous avez ce qu'on appelle la vente totale. Hein, vous injectez 100%. Et en vert, c'est l'autoconsommation, ou dans le jargon de l'État, c'est une vente avec injection du surplus. Voilà, vous voyez à droite la prime à l'investissement, hein, qui dépend de la taille aussi de votre centrale, et un tarif d'achat qui est moindre en fonction de, voilà, pour l'autoconsommation. Le coût d'une installation photovoltaïque, ils ont pu évoluer, mais c'est globalement encore ces tarifs-là. Quand je dis évoluer, c'est avec le coût des matériaux. En gros, en moyenne, en 2020, 2021, on est quasiment sur les mêmes seuils. Faut compter entre 150 et 300 euros le mètre carré de panneaux installés. Donc, ce qu'il faut retenir pour un 3 kW crête, donc 15 mètres carrés, alors, vous voyez, il y a quelques différences dans certains départements de France, mais globalement, en Bretagne, c'est pas le moins cher, mais on est aujourd'hui inférieur à 10 000 euros. C'est important d'avoir ça en tête, notamment si vous ou des personnes que vous connaissez de votre entourage se font démarcher, parce qu'il y a encore malheureusement ce qu'on appelle des éco-délinquants, qui vont vous proposer en disant, voilà, ça va vous coûter 30 000 euros pour un 3 kW crête et vous allez payer 0, etc. Enfin, non, ne signez surtout pas, c'est des escrocs. C'est vraiment le mot de le dire, ce sont des escrocs. Et aujourd'hui, un kit on va dire, adapté pour une surface de particulier, c'est inférieur à 10 000 euros. Alors, certes, on ne va pas avoir un temps de retour sur investissement au bout de 3 ans, mais encore une fois, voilà, faut le relativiser sur la durée de vie de l'installation. Et quelques chiffres, hein, globalement, en surimposition, ça coûte moins cher. Et en intégration, c'est-à-dire que si on remplace le système d'étanchéité, ça coûte un petit peu plus cher, parce que forcément, il y a plus de travail et il y a un peu plus de risques. Si l'on arrive concrètement et un peu plus sur le fond du sujet, sur l'autoconsommation, il y a beaucoup d'infos, vous aurez le temps de les relire et de vraiment creuser ce qui a marqué. Les seuls éléments que je veux que vous reteniez, c'est déjà autoconsommer, c'est quoi? C'est consommer les énergies que l'on va produire sur site. Ça peut être électrique, thermique, etc. Il y a plusieurs manières d'autoconsommer. Par contre, ce qui est important de retenir, c'est que autoconsommer, ça ne veut pas dire autonomie. On peut très bien autoconsommer 100% de l'électricité qu'on va produire, mais ce n'est pas pour autant que ça va couvrir 100% de nos besoins électriques. D'autant plus qu'il faut, voilà, je vous ai parlé un petit peu du fait que les panneaux produisent moins l'hiver, la nuit non plus, ils ne produisent pas, hein. Et pourtant, le soir, vous allez avoir des besoins électriques. Donc, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir être autonome et couper du réseau. Donc, autoconsommation, ça ne veut pas dire site isolé. Ce qu'on appelle site isolé, c'est des sites qui ne sont pas raccordés au réseau. Voilà, le but, voilà, c'est pas forcément de se couper du réseau. Si l'on ne consomme pas à l'instant T ce qu'on produit, il y a possibilité de stocker. Il y a plusieurs manières de stocker, soit dans de l'eau, via de la chaleur, soit dans des batteries, etc. Ça coûte un peu plus cher et ça double globalement le prix de l'installation. Après, à vous de voir si c'est intéressant, rentable ou écologiquement intéressant. Par contre, autoconsommer, ça permet quand même de maîtriser sa facture énergétique. C'est-à-dire que vous allez payer aujourd'hui une installation, vous allez savoir combien ça vous coûte, combien vous allez globalement pouvoir autoconsommer. Et donc, du coup, vous allez pouvoir calculer un prix fixe et constant sur toute la durée de l'amortissement, au moins sur les 20 ans, voire plus, de ce que combien va vous coûter votre kilowattheure. Et aujourd'hui, vu l'évolution du marché de l'électricité, qui va faire qu'aller en augmentant, ça vous permet quand même d'avoir une maîtrise d'une partie de votre facture, ce qui n'est pas forcément négligeable. J'en ai parlé, mais je vais passer dessus assez rapidement. Il y a plusieurs usages, effectivement. Si on prend le profil journalier d'une maison, vous avez la courbe de production. Donc là, on va dire c'est le pic du midi.
Vous voyez, la nuit, on ne produit pas. Et vous avez votre consommation électrique. Il y a ce qu'on peut appeler un peu le pic du matin, le pic du soir. Donc, à ces moments-là, on voit bien que ça ne couvre pas 100%. Lorsque l'on est dans cette partie-là, on autoconsomme. Et le surplus qu'on peut avoir par rapport à ses besoins, soit qu'on l'injecte sur le réseau, soit qu'on le stocke. Mais là, voilà, vous voyez bien que l'installation solaire, ça ne veut pas dire autonomie et ça ne permet pas forcément, mais forcément parce que c'est faut le voir projet par projet, de vous couper du réseau. C'est un peu une redite, mais voilà, ce qui est intéressant dessus à retenir, c'est que en moyenne, le taux d'autoconsommation, on va dire chez un particulier, est de l'ordre de 30%. Donc, on va dire, si vous allez pouvoir consommer que 30% de la production photovoltaïque que vous allez avoir. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une partie à valoriser, hein. Il y a plusieurs manières d'améliorer ce taux. Il y a une première qui est déjà de changer ses habitudes un petit peu. Si on veut être vraiment exemplaire, on peut monter jusqu'à 50%. C'est un peu forcément ce qu'on peut appeler un peu les heures creuses solaires. Et ce qui est aussi peut-être changer nos habitudes par rapport à ce que EDF nous a appris. C'est-à-dire, par exemple, lancer une machine à laver le soir pour compenser la production des centrales nucléaires. Peut-être que là, lorsqu'on a du photovoltaïque, c'est un peu ce qu'on peut appeler les heures creux solaires, c'est-à-dire on va la lancer à 14 heures et le jour où il y a plus de soleil pour pouvoir justement absorber en tout cas consommer cette production électrique. Et puis si on veut vraiment allumer le resto, on peut toujours penser à des systèmes de stockage. Ça vous va? Est-ce que j'en ai perdu quelques-uns en route? Est-ce qu'il y a quelques questions? Il y avait une question sur est-ce qu'il y a une filière française de fabrication des panneaux et enfin, voilà, est-ce qu'il y a une filière Alors ouais, française? je dis ouais. Alors il y a je dirais même plusieurs filières en fonction aussi des types de technologies, hein. Mais sur, on va dire, du photovoltaïque classique, enfin classique entre guillemets, il y a des sites de production ou d'assemblage. Je fais un peu la distinction, hein, parce que, par exemple, en Bretagne, il y a l'usine de Ricom Cilia, qui est basée à Lannion. Ils font ce que l'on appelle de l'assemblage, c'est-à-dire qu'ils vont pas, ils vont recevoir directement les couches de silicium et ils vont assembler le panneau. Il y a une partie qui est forcément silicium raffiné en Norvège ou en Pologne, parfois envoyé en Asie, puis en plus ça revient, voilà, comme tout produit de la mondialisation. Mais il y a un enjeu de réindustrialisation. En tout cas, les acteurs de la filière vraiment se posent la question en fait, essayent de créer ce qu'on appelle des gigafactories ou des usines pour pas faire qu'assembler, mais produire au plus près possible et à l'échelle européenne. Voilà, c'est un enjeu aussi d'autonomie ou en Donc, tout cas de. actuellement, il n'y a pas encore la filière silicium, mais c'est en Alors, train de se monter, c'est ça? c'est en train de se monter. Il y a certains sites qui existent, hein. Je vous ai parlé de Recomcilia à Lannion. Il y a une autre usine à Carquefou, près de Nantes, Sistovi. Dans l'Est, il y a Voltec. Il y a quelques autres fabricants, y compris en Europe, hein. Donc, il y a quelques marques qui existent, hein. Après, ils ne produisent pas en capacité suffisante pour faire face à la demande. Mais en tout cas, si vous voulez acheter breton, c'est possible. Il y a une question aussi sur les kits solaires à monter soi-même. Qu'est-ce un avis là-dessus? Oui, si, ça peut être une option. Après, encore une fois, il faut se connaître un petit peu en électricité. Si on veut mettre sur le toit aussi, faut savoir le faire. Après, c'est votre maison, hein. Si vous impactez le système d'étanchéité, voilà, il y en a beaucoup qui le font, hein. C'est pas, enfin, moi, personnellement, je n'ai rien contre. Ce que je comprends, hein, vu le prix d'installation, de faire appel à un professionnel, ça peut être c'est plus cher, hein, c'est sûr. Après, ça fait vivre aussi l'économie locale. Voilà. Enfin, pour et contre, ça dépend. En tout cas, si vous y connaissez pas, je vous ne recommanderais pas de l'installer directement sur le toit. Après, vous pouvez très bien le faire, par exemple, au sol, comme on a vu, sur votre abri de jardin. C'est toujours intéressant. Et je pense que c'est bien d'apprendre et de se former aussi à ce type d'énergie, hein.
Et juste petite précision, quitte à monter soi-même, je fais bien la distinction parce que je vous ai présenté ce qu'on peut appeler du plug and play. On parle vraiment de kit de module classique et pas de petits panneaux qu'on va brancher sur une prise électrique. Il y a d'autres questions sur la filière française. D'où vient le silicium des panneaux français? Et est-ce qu'il y a des convertisseurs faits en Europe? Ouais, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment du module. Est-ce que les fabricants aussi communiquent sur toute leur chaîne de valeur, sont transparents? En tout cas, les fabricants européens ou français vont de plus en plus dans ce sens-là, hein. De toute façon, y compris aussi des Chinois. Chinois ou asiatiques, hein, parce que tout n'est pas produit en Chine. En majorité, quand même, le silicium est plutôt, en majorité plutôt extrait en Chine et une bonne partie aussi en Europe, en Norvège et de mémoire un petit peu en Pologne. Mais encore une fois, faut bien avoir en tête que ce n'est pas la filière solaire qui va consommer la majorité des besoins de silicium de l'économie mondiale. En fait, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais il y avait eu quelques polémiques, notamment avec la Chine, le fait qu'on produisait des panneaux chinois et que c'était fait par de l'esclavage et des gourds. Oui, c'est en partie vrai, mais sur le silicium, en fait, c'est notamment l'industrie cosmétique qui en utilise un maximum. Il y en a beaucoup plus du silicium dans nos crèmes, dans nos produits, dans nos shampoings, etc., que ce que consomme on va dire, la filière énergétique. Encore une fois, il faut peut-être se poser la question des ressources. Une question sur les panneaux hybrides qui font à la fois du thermique et du photovoltaïque. Est-ce qu'il y a un retour là-dessus? Il y en a qui disent que c'est pas très efficace parce que soit on veut faire de l'électricité, soit on veut faire de la chaleur, mais coupler les deux, ça marche pas très bien. Est-ce que... Effectivement, ça dépend Après, sur ces systèmes hybrides, il y a deux types. Il y a des panneaux, ce qu'on appelle aérovoltaïques. On va plutôt utiliser la chaleur dans l'air ou des vrais, entre guillemets vrais, des panneaux hybrides thermiques avec un fluide dedans. Il y a notamment, de toute façon, dans les deux cas, il y a des marques françaises, hein, soit Systovic dans le premier, soit Dualsun dans le second. C'est à voir au cas par cas, ça coûte certes un peu plus cher. J'ai déjà eu des bons retours, comme entre guillemets des mauvais en termes d'utilisation. Après, effectivement, j'ai envie de dire, idéalement, si on peut poser du solaire thermique et du solaire photovoltaïque, c'est mieux. Mais voilà, je sais que ce sera toujours plus efficace. Ce sera toujours plus efficace. Mais après, voilà, encore une fois, il y a des personnes qui mettent du hybride, notamment parce qu'ils ont des piscines. Et ça permet à l'électricité à la fois d'alimenter la PAC et à la fois de faire moins tourner la PAC en injectant un petit peu d'eau chaude. Ça se calcule projet par projet, au cas par cas. Je ne vous dirai pas ça ne fonctionne pas ou oui, c'est super, ça fonctionne parfaitement. Ça dépend vraiment de ses besoins. Okay. Une question sur les kits plug and play dont justement tu parlais tout à l'heure. Pour moi, ça peut être utile, intéressant. Effectivement, ça coûte moins cher, hein. Ça ne demande pas forcément de faire appel à un installateur ou d'avoir des connaissances pour monter son kit soi-même. Après, ça permet globalement ce qu'on va dire, d'effacer son talon de consommation. On n'a pas forcément abordé ce cas-là, mais je pense que si vous avez déjà tous regardé votre facture d'électricité, il y a toujours une petite partie que même si vous n'êtes pas là, petite consommation, qui a ce qu'on appelle un peu le talon de consommation, c'est tout ce qui va tourner. Ça peut être la ventilation, c'est le frigo, voilà, ce genre d'équipement. Et le plug and play permet de au moins effacer une petite partie de ce talon de consommation, voire à 100% dans certains cas. Par contre, ce n'est pas ça qui va vous permettre, sauf si vous en mettez beaucoup,
Mais là, dans ce cas-là, c'est plus forcément rentable par rapport à une installation classique. C'est pas ce qui vous permettre d'alimenter votre machine à laver. Après, il y a aussi des questions de puissance, d'appel, etc. Donc, c'est un premier pas pour moi. Ça permet de réduire un petit peu votre facture. Est-ce que il y a quelle est la tendance sur les prix des panneaux photovoltaïques? Alors, depuis 10 ans, ça a pas mal baissé. En ce moment, c'est pas forcément en termes de coût en train de continuer de baisser, mais on l'espère. Voilà, comme tout produit, il y a l'inflation. En tout cas, ça n'a pas forcément trop augmenté finalement, a priori, de ce que j'ai pu échanger avec des installateurs ou des personnes, voilà, des distributeurs ou fabricants. En tout cas, la hausse n'a pas forcément été répercutée, mais je dirais que si on continue à suivre la même évolution, on devrait à la fois améliorer le rendement, donc avoir des panneaux de plus en plus performants et de plus en plus, enfin, de moins en moins chers. On ne va pas diviser le prix par deux. Ce qu'il faut retenir aussi, ce qui est important, c'est que plus votre installation va être grande, plus le coût au watt-crête ou au mètre carré va être inférieur. En gros, ça coûte moins cher d'installer 500 mètres carrés de panneaux que 15 mètres carrés. Tout simplement parce qu'on fait une économie d'échelle sur l'achat et sur les équipements. Et finalement, la main-d'œuvre, une bonne partie, qui est une bonne partie pour, on va dire, pour une installation chez un particulier, ben, on permet un petit peu d'économiser sur les grandes toitures. Donc, ça devrait continuer à baisser, a priori. Mais encore une fois, je n'ai pas forcément une boule de cristal. Est-ce qu'il y a encore quelques petites questions? Je voulais rapidement, sans trop m'étaler sur des simulations, mais au moins vous montrer que ça existe. Il y a un outil en ligne qui permet d'évaluer son devis. C'est très important si déjà, par exemple, il y a des installateurs où vous avez des devis, vous pouvez très bien rentrer vos informations et les vérifier. Petite chose, je pense que c'est important de le dire, un bon professionnel ne va pas vous démarcher. Ils ont suffisamment de demandes et ils sont suffisamment appelés avec des délais de plusieurs mois, voire, allez, en ce moment, dans le Finistère, on est peut-être à 6 à 9 mois, voire un an. Si c'est des personnes qui viennent sonner chez vous pour proposer du solaire, c'est que c'est pas forcément recommandable. En tout cas, voilà, sachez qu'il existe un site. On peut cliquer dessus. Je vais vous le mettre directement ici. Est-ce que vous continuez à voir alors, j'ai vraiment mis l'adresse de l'agence Énergence. C'est vraiment arbitraire. On va partir sur une installation classique, mais c'est important de comprendre que oui, en fonction de l'inclinaison de votre toiture ou de votre projet, voilà, ça va jouer sur la production. L'orientation, si vous êtes sud, 100% sud, etc. Donc, c'est vraiment des questions à se poser. Allez voir sur le cadastre solaire de Brest Métropole, c'est toujours intéressant. Il peut aussi y avoir, c'est intéressant de le souligner, des solutions, on va dire, orientation est-ouest, qui vont répondre à des bons profils en autoconsommation. Simplement, on va peut-être produire un petit peu moins à midi, parce qu'on ne va pas être plein sud, mais on va permettre de produire un peu plus le matin, un peu plus le soir, qui sont des moments où on est présent chez nous et on va avoir des besoins d'électricité. Donc voilà, chaque projet est un peu est unique et vraiment à vérifier au cas par cas. Si on prend une installation de 3 kW crête, hein, voilà, ça c'est, on va dire, une petite installation de 15 mètres carrés, vous avez le produit type qui s'affiche. Il suffit de cliquer sur la suite. On va prendre une hypothèse réaliste de 30% d'autoconsommation. Le site est bien fait. Par exemple, si je vais jusqu'à 100%, voilà, ils vous disent attention, si un professionnel vous dit que vous allez avoir un taux d'autoconsommation 100%, que vous rentrez ces données pour évaluer votre devis, c'est que voilà, vous allez avoir des petits warnings qui vont se mettre. Donc, on va prendre 30% de manière très classique, qui s'affiche automatiquement. Moi, je ne touche pas à ça. Vous pouvez, mais c'est le prix de l'actualité hors abonnement avec l'inflation de l'électricité ou en tout cas le pourcentage d'augmentation.
Ce qui est intéressant de garder en tête, c'est que plus l'inflation et plus l'électricité va augmenter dans 5, 10, 15, 20 ans, et plus votre temps de retour sur investissement va diminuer. Simplement pourquoi? Parce que vous allez payer à l'instant T votre centrale. Donc, vous savez combien ça vous a coûté, combien vous coûte la production. Et si vous continuez à autoconsommer 30%, c'est 30% que vous allez prendre en moins sur le réseau. Mais 30% à 15 centimes, c'est pas la même chose que 30% à 30 centimes. Donc voilà, c'est vraiment des. En tout cas, l'évolution du prix de l'électricité est à prendre en compte. On va faire un projet assez classique, hein. Je vais mettre 9 000 € parce que ce qu'on avait vu sur le schéma, j'ai bien conscience que je préfère être pessimiste, que même le site vous dit attention, cette installation est supérieure au prix du marché, mais il peut y avoir des différences de prix en fonction des régions. Donc voilà, ça c'est tout. Mais c'est une donnée à prendre en compte aussi. Si vous mettez par exemple 30 000 € comme on voit généralement, voilà, vous allez avoir un gros warning aussi en disant ce n'est pas normal et ce n'est pas le coût réel d'une installation. En tout cas, fait par un professionnel. Également, vous pouvez ajouter plusieurs petites choses, d'autres frais qui sont les assurances, ce genre de choses que vous pouvez avoir. On part sur 0 pour l'instant, donc vraiment de manière assez classique. Voilà le bilan financier sur 20 ans. Alors, ça ne paraît pas forcément intéressant, vu comme ça. Si l'on voit, en tout cas, sans être entré sur la réalité d'un projet, on voit que finalement, le temps de retour sur investissement, c'est une fois qu'on atteint 0, il arrive d'abord en vente dans la totalité, parce qu'aujourd'hui, l'électricité n'est pas encore très chère, et un petit peu plus tard en autoconsommation. Donc, voilà. Sachez que le site va vous fournir va vous fournir différents modèles. Dans les deux cas, résultat net, ce qu'on a au bout de 20 ans, donc, si on fait de la vente, on a gagné, donc vraiment résultat net, hein, ce n'est pas les revenus, 3 500 €, donc en plus. Et sachez qu'après, votre installation au bout de 20 ans, elle continue d'exister, elle va continuer de produire. Et en autoconsommation, en vendant le surplus, voilà, c'est un petit peu moindre, mais ça peut rester intéressant. Et ça le sera d'autant plus avec un prix d'électricité qui augmente. Je ne vais pas, vu le temps, forcément vous faire toutes les simulations, mais j'en avais fait plusieurs. Là, je vous ai mis les captures d'écran. J'avais fait la même chose en disant, voilà, si on arrive à 50% d'autoconsommation, qu'est-ce qui se passe? Là, vous voyez, pareil, par rapport au temps de retour sur investissement, il diminue, il arrive plus tôt. Et on commence à voir que c'est quasiment identique entre la vente et l'autoconsommation. Voilà, là, c'est les résultats sur un 3 kW crête à 50% d'autoconsommation. Et j'ai fait le calcul aussi, parce que et on voit certains particuliers qui commencent à faire des projets de plus grande ampleur. Donc 6 kW crête, 15 mètres carrés, c'est 30 mètres carrés, hein, ça peut parfois être mis. Alors en toiture, en ombrière, hein, parce que les tarifs d'achat ne concernent pas le photovoltaïque au sol, même chez vous. On voit en tout cas que le temps de retour sur investissement, il devient inférieur pour une plus grande installation qu'une petite, y compris en prenant en hypothèse, ça vous coûte plus cher. Effectivement, au lieu de vous coûter 9 000 €, ça va vous coûter 14 000. Voilà, j'ai pris la moyenne. Mais vous voyez que l'autoconsommation commence à devenir plus intéressant que la vente en totalité. Sachant qu'encore une fois, dans le cadre de l'arrêté tarifaire, hein, on a la possibilité de d'abord faire de la vente ou l'autoconsommation et de changer de modèle sur les 20 ans. Voilà, on ne peut pas changer tous les 6 mois, mais il y a la possibilité de faire évoluer notre modèle économique. Voilà, là pareil, vous avez la même chose sur un 50%. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que je vous ai déjà dit. Alors déjà, première chose, c'est attention aux hypothèses, vraiment. Ce que je vous ai montré, ça peut paraître un peu démoralisant. Premier cas, supérieur à 15 ans, le temps de retour sur investissement, mais il faut vraiment regarder projet par projet et au réel, et dans votre cas et dans votre situation. Batterie, pas de batterie, etc. Et ça dépend de plein de variables. Là, j'ai pris, on va dire, une orientation sud, voilà, sauf que ce n'est pas forcément la réalité de tous les terrains et de tous les bâtiments. Ça dépend notamment du prix de l'électricité, de la consommation, effectivement, parce que là, on ne l'a pas forcément mis en parallèle, mais ça dépend aussi de combien vous avez besoin. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup d'électricité, que ça vous permet, l'autoconsommation vous permet de couvrir une bonne partie de vos besoins, et vous allez avoir un temps de retour sur investissement qui va être plus rapide.
Ça dépend également des crédits, des assurances, de pas mal de choses, de la technologie, du coût, etc. aussi, et de la puissance en tout cas du panneau. Mais globalement, hypothèse, on va dire, identique, ce que l'on retient en tout cas via ces outils et ce qui se vérifie dans la réalité, c'est que plus votre installation va être importante, plus la rentabilité va être atteinte rapidement. Et notamment l'autoconsommation, et si on suit le jargon de l'État, donc avec injection du surplus, va devenir plus rentable que la vente en totalité, plus la centrale va grandir et plus on va aussi pouvoir augmenter notre taux d'autoconsommation. Donc voilà, c'est des choses à garder en tête. Effectivement, un 6 ou un 9 kW crête, ça coûte plus cher qu'un 3 kW crête, mais in fine, on va avoir un temps de retour sur investissement et in fine gagner plus, compris sur notre facture et en termes de rentabilité, plus tôt. Voilà, c'est des questions à se poser. Et encore une fois, je le répète, mais c'est toujours bien de le dire, il faut toujours prendre le temps d'étudier les options en fonction de ses besoins. Pour ça, il faut se faire accompagner. Il y a Tinergy qui est près de chez vous, même s'ils sont sur la rénovation, ils peuvent éventuellement répondre à quelques questions que vous pouvez avoir sur le solaire. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter. Si vous faites appel à un installateur, comparez toujours 3 devis. C'est toujours intéressant. Et puis après, en fonction du feeling ou de ce que vous pouvez avoir, mais c'est toujours bien de prendre le temps et de ne pas se précipiter. Est-ce que vous avez des questions Juste, je vais prendre 2 complémentaires? secondes. Oui, je vais juste préciser, comme il est 20h09, si je vois qu'il y a quelques personnes qui sont parties, si vous devez effectivement, voilà, on arrive bientôt à la fin, donc si vous souhaitez rester encore quelques instants pour effectivement poser vos dernières questions, voilà, on peut s'accorder un petit peu de temps. Après, peut-être qu'il y en a qui ont des obligations, mais voilà, en tout cas, merci Élie. Mais ouais, on va prendre des questions. Il y en avait quelques-unes dans le chat, il me semble. Oui, il y a une question sur le prix des panneaux thermiques. Ouais, alors moi, je suis pas spécialiste du thermique. C'est vrai que la filière thermique est un peu, je dirais pas mal en point, mais c'est souvent une technologie qu'on connaît pas. Ça reste assez cher chez un particulier. Sans trop m'avancer, je dirais pour une installation chez de petite taille, c'est entre 10 et 15 000 euros. Donc on voyait que finalement ça coûte assez cher et encore une fois, ça va pas vous permettre de produire 100% de vos besoins en eau chaude sanitaire. Après, il y a ce qu'on appelle le SSC, au système solaire combiné, notamment si vous faites une rénovation ou une nouvelle construction ou autre, de penser déjà effectivement le chauffe-eau solaire, y compris pour le chauffage, etc. Là, ça permet on peut en avoir pour aller entre 10, 15, 20 000 euros, mais on rentre un peu plus vite dans nos frais. Et finalement, c'est pas forcément sur une installation neuve beaucoup plus cher que des systèmes au gaz, etc. Enfin, c'est sûr, par rapport à un ballon électrique, on peut en avoir au premier prix, aller peut-être 5 000 6 000 euros, ça reste plus cher. Et des questions sur le coût du stockage. Alors, le stockage, ça dépend comment on stocke, tout simplement. Déjà, la première chose à se poser. Je n'ai pas forcément évoqué, mais il y a des systèmes de stockage aussi sur batterie, notamment avec les véhicules électriques. Et finalement, ça peut être aussi intéressant parce que vous pouvez déjà recharger votre véhicule électrique, qui va vous permettre d'augmenter votre taux d'autoconsommation et à la fois d'utiliser la batterie de votre véhicule si besoin pour subvenir à quelques besoins que vous pouvez avoir en dehors de la production solaire. Globalement, en tout cas, sur une installation, on va dire classique avec batterie, mettre des batteries, ça double le prix de l'installation. Donc, on passe à les de 9 000, vous faites x2. Sachant que, encore une fois, les batteries, alors, ça dépend les modèles, mais elles ne vont pas durer 30 ans. Elles vont avoir une durée de vie, elle est de 10-15 ans, donc il faut prendre ça en compte, il va falloir les renouveler. Ça peut être une solution, effectivement, je suis pas du tout anti-batterie. Je sais que pas mal d'installateurs proposent et c'est des solutions qui fonctionnent très bien, permettent d'atteindre un bon taux de rentabilité, etc. La question, en tout cas, à se poser. Pour moi, d'un point de vue, on va dire collectif, la plus grande batterie qu'on a, c'est le réseau. Mais voilà. Encore une fois, tout dépend aussi du prix de l'électricité.
Pour la petite anecdote, en fait, dans certains pays, y compris en Belgique, où ils n'ont pas forcément beaucoup plus de soleil que par chez nous, voire même moins, la question de la batterie ne se pose pas. Ils en mettent tous, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'avec une batterie, ils vont pouvoir avoir un coût de production, donc panneau solaire plus batterie, peut-être de l'ordre de 20, 25, allez, 30 centimes le kilowattheure. Sauf que eux, leur électricité leur coûte beaucoup plus cher. De mémoire, ils doivent être aujourd'hui peut-être, ils ne sont pas de bouclier tarifaire, mais ça a toujours été plus cher, peut-être aux alentours de 60, 70, on a vu certains pics, 90 centimes le kilowattheure. Donc forcément, payer 20 centimes, ça reste moins cher que d'en payer 60. Donc en fait, pour certains, ils maximisent les panneaux et les batteries pour pouvoir soutirer le moins possible dans le réseau. Voilà. C'est à voir au cas par cas. Oui, effectivement, je vois un petit focus sur les nouveaux panneaux qui ont des onduleurs incorporés. Je ne suis pas rentré dans ce détail, mais il y a globalement deux types d'onduleurs. Il y a soit les gros onduleurs. Si vous avez des batteries, il faut prendre, on va dire, des onduleurs centralisés. Et il y a ce qu'on appelle des micro-onduleurs. C'est-à-dire que chaque panneau va avoir son propre onduleur. Pour moi, c'est une bonne solution, notamment pour les petites centrales et chez des particuliers, en tout cas à l'échelle résidentielle. C'est aussi une bonne option si vous n'avez pas toujours le même ensoleillement sur toute votre chaîne de production. Alors, je vais peut-être rentrer dans des petites choses techniques, mais si vos panneaux sont mis en série, il suffit juste que vous ayez, par exemple, sur vos 3-4 panneaux, une ombre qui commence sur un premier panneau, ça va faire baisser toute votre production. Alors qu'avec des micro-onduleurs, chaque panneau est indépendant. Donc, c'est-à-dire qu'un panneau qui a l'ombre et qui va moins produire ne va pas impacter la production des autres panneaux. Il y avait des questions sur la durée de vie des convertisseurs et des électroniques. Ouais, du ce qu'on panneau. appelle les onduleurs, en tout cas onduleurs classiques, hein, je ne parle pas de micro-onduleurs qui sont sur les petits boîtiers qui sont connectés à chaque panneau, durée de vie entre 10 et 15 ans. C'est quelque chose aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que sur les 30 ans, on va le changer au moins une fois. Et vous voyez une petite question de ce que je peux voir sur une installation sur une annexe ou un carport qui est non collé à la maison. Est-ce qu'il peut bénéficier de la prime à l'autoconsommation? Oui, en tout cas, c'est éligible au tarif d'achat, la garantie de l'État. C'est chez vous, voilà, vous allez le connecter à votre installation électrique. C'est pas mis au sol, c'est sur une parcelle construite, donc il n'y a aucun problème. Je regarde rapidement des questions. Est-ce que vous avez, on peut prendre encore une petite minute. J'espère avoir été assez clair et ne pas vous avoir assommé avec toutes ces informations. C'était très intéressant, vraiment. Merci. Merci à vous. Merci à Energence pour l'organisation de ce petit webinaire. Oui, avec plaisir. Vraiment, merci à toi et de ta disponibilité. Et voilà, j'ai l'impression qu'effectivement, il n'y a pas d'autres questions. Donc, voilà. Ouais, un grand merci. Et merci à tous aussi d'avoir été là. Et ouais, c'était un très bon moment enrichissant, on va dire. Ouais, vraiment. Donc, on transmettra les Oui, je vous diaporamas. envoie. Ouais. Je vous enverrai Voilà. la présentation. Voilà, comme ça, j'enverrai avec la mienne également. Et puis, donc, on remettra des coordonnées de Tinergie notamment, enfin, voilà, et d'autres références qui peuvent être utiles éventuellement en plus de ce qu'il y a déjà dans nos supports. Voilà, si ça va pour tout le monde et pour toi, Élie, on va pouvoir du coup s'arrêter là. Merci Ok. beaucoup en tout cas. Donc, merci Bonne encore. soirée à tout le monde. Voilà, bonne soirée à tout le monde aussi. On va donc interrompre. Je vais fermer l'enregistrement. Ouais. Ok, très bientôt. On vous envoie donc des nouvelles très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.